Donc, je suis historienne du théâtre des 19e et 20e siècles. Et les troubles dans le récit auquel je vais m'intéresser aujourd'hui sont ceux de l'histoire du théâtre elle-même. Histoire qui connaît un certain nombre de renouvellements dont je dois dire d'emblée qu'ils sont portés par toute une communauté de chercheurs et de chercheuses, dont je me fais encore en quelque sorte la porte-voix aujourd'hui. Je pense en particulier aux chantiers collectifs menés par Marion Denisot, qui sont consacrés aux oublis de l'histoire du théâtre, celui que Florence Nogrette anime autour du roman national du théâtre français, ou généralement aux travaux remarquables qui sont menés dans le cadre de la Société d'histoire du théâtre. Donc c'est aussi pour mettre l'accent sur cette polyphonie que j'ai intitulé ce temps réflexif « Histoire plurielle de la scène ». Donc je vais commencer par rappeler quelques évidences, et puis après je développerai un cas précis. Alors on ne fait pas l'histoire du théâtre comme on fait l'histoire des autres arts, littérature, peinture, cinéma, principalement pour 3 raisons. Donc évidence numéro 1, le théâtre, ce sont des artistes. Donc des acteurs, des actrices, des auteurs, des metteurs en scène. Ce sont des métiers artistiques, des métiers techniques, des métiers administratifs, et ce sont des publics. C'est l'autre face de l'adjectif pluriel. Évidence numéro 2, le mot théâtre est polysémique. Il désigne aussi bien un texte dramatique qu'un spectacle, un bâtiment qu'un fait social. La sortie au théâtre, aller à Avignon. Donc, pour faire l'histoire du théâtre, il faut nécessairement une approche globale, interdisciplinaire, à la croisée de l'esthétique et de l'histoire. Il faut des compétences en analyse de texte, en scénographie, en architecture, mais aussi en politique culturelle, en économie, en sociologie du spectacle, en anthropologie, etc. Évidence numéro 3, l'œuvre manque. Je peux aller voir la Joconde de mes propres yeux, je peux lire La Princesse de Clèves, je peux voir et revoir La Maman et la putain de Jean Eustache grâce à Arte, mais l'expérience du spectacle d'hier soir, celui où moi je n'étais pas, elle est perdue. Ou plus exactement, elle ne me sera accessible qu'indirectement par médias interposés, dans les cas où on a la chance d'avoir une captation, des photographies, des comptes rendus dans la presse. Mais dans la majorité des cas, cette expérience, elle ne persistera que par des vestiges indirects, texte édité parfois, décors et costumes rarement, trop volumineux, documents relatifs au processus de création quand on est vraiment chanceux, croquis de décors, notes de répétition, etc. Et dans une majorité des cas, traces minimes, brochures de saison, éphémères, non daté, contrat d'engagement d'une actrice engagée archivée on ne sait pourquoi par une mairie, etc. Donc l'histoire du théâtre, c'est une discipline un peu particulière. Le théâtre, pour le dire avec un truisme, c'est du spectacle vivant, et le vivant, c'est pas simple à archiver. Voilà. De là, 2 enjeux. Premier enjeu, quelle méthode pour reconstituer et transmettre des expériences artistiques disparues à partir de traces éparses, incomplètes et indirectes. Faire l'histoire des spectacles, c'est être archéologue en un sens, mais y compris sur des périodes très proches. Et de ce point de vue, il faut dire que l'histoire du théâtre a connu en France, sur les dernières décennies en particulier, un certain nombre de renouvellements dans les objets comme dans les méthodes. Alors si je vais résumer de manière très schématique, mais vous me pardonnez de grossir le trait, mais en France, les histoires du théâtre qu'on trouvait en librairie il n'y a pas si longtemps, et même encore aujourd'hui, dans les librairies généralistes, elles étaient généralement texto-centrées. Elles mettaient l'accent sur les grands auteurs dramatiques français, en lien avec les principales écoles littéraires françaises, européennes, dans le meilleur des cas. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, sur le modèle de l'histoire de l'art, on a vu se développer les prémices d'une histoire de la mise en scène, qui mettait en avant les grands metteurs en scène rénovateurs européens, Antoine, Craig, Coppaux, Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Villard, etc. Et puis, progressivement, on a assisté à une prise en compte de l'histoire culturelle. C'est-à-dire qu'on ne s'est plus intéressé au seul chef-d'œuvre. Se sont multipliés les travaux consacrés au cirque, aux arts forains, aux formes spectaculaires et populaires, le mélodrame, le café-concert, tout ce qui aujourd'hui relèverait du théâtre privé, du off, pour le dire vite. Et dans le même temps, on a assisté donc à un développement de l'histoire matérielle des spectacles. Ce que les antiquisants et médiévistes faisaient depuis très longtemps, c'est en quelque sorte développer plus largement. On essaie de reconstituer l'intérieur des salles de théâtre disparues, on s'intéresse aux archives techniques, on consacre des enquêtes à l'ensemble des corps de métier, les ouvreuses, les machinistes, les habilleuses. Il y a cette très belle photo de Gérard Philippe, mais on ne sait pas qui est la dame qui est en train de lui mettre son costume. Donc voilà pour les méthodes. J'en viens au récit, et c'est le deuxième enjeu. Comme je disais tout à l'heure, l'œuvre manque.
les textes restent certains, mais le spectacle d'hier, il s'est évaporé. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça pose une question fondamentale que je résumerai en paraphrasant Pierre Bayard. Comment parler de spectacles que l'on n'a pas vus, mais surtout, à quoi bon parler de spectacles que personne ne verra plus jamais? Alors, pourquoi étant une question d'ordre métaphysique, je vais la décomposer pour la rendre un peu moins abyssale. Qui raconte l'histoire du théâtre? À qui s'adressent ceux qui le font? Et comment s'y prennent-ils? Alors, pour ce qui est du qui raconte, je dirais que dans les grandes lignes, on a, alors, premièrement, des spectateurs, des amateurs, qui racontent des souvenirs, ce qu'on a vu hier soir aussi, qui transmettent une mémoire affective qui est l'amour du théâtre. Mais là, on se situe à l'échelle de l'histoire orale, c'est-à-dire une génération, guère plus. Sur un temps plus long, on a des artistes. Certains racontent leurs expériences, parfois ils écrivent leurs mémoires. Des acteurs, des danseurs aussi transmettent leur rôle et leur savoir-faire à d'autres acteurs et à d'autres danseurs. Et puis on a quelques cas, comme on a vu hier soir, de méta-théâtre ou des metteurs en scène, des chorégraphes aussi beaucoup, qui inventent des formes sensibles pour explorer le passé de leur art et pour faire revivre certaines figures effacées que la scène rend, disons, moins fantomatiques le temps d'un spectacle. Troisième constructeur de récits, les institutions elles-mêmes qui préservent leur héritage en le consolidant dans un temps long. Quatrième, enfin, on a des pédagogues, avant tout et majoritairement, qui enseignent la littérature à l'école, les arts du spectacle à l'université, et qui transmettent aussi des savoirs et des pratiques artistiques. Mais évidemment, dans tous ces cas, l'expérience de la coprésence, du ici et maintenant du spectacle, l'expérience du rituel théâtral, elle ne se fait pas directement. Elle se fait soit par la conservation et la monstration de fragments, et j'allais dire de reliques, soit par la médiation de récits qui peuvent parfois nous sembler d'autant plus fragiles ou orientés que, encore une fois, leur contrepoint, à savoir l'œuvre originale, a disparu. De là, en études théâtrales, une obsolescence particulièrement rapide, qui est parfois liée à l'amnésie de certaines institutions elles-mêmes, et un grand flou qui peut favoriser la cristallisation d'images du passé, parfois un peu schématiques, mais dont le schématisme et la dimension sélective a aussi des vertus. Et c'est là qu'on en arrive à la deuxième question, fondamentalement théâtrale et très pragmatique, tu le disais tout à l'heure, celle de l'adresse. À qui s'adressent les récits et qu'est-ce qui les motive? Alors évidemment, il y a une part de curiosité pure liée au passé, de voir ressurgir du passé ce que Antoine Vitez appelait des galions engloutis. Ça peut être des grands textes fondateurs dont une mise en scène nouvelle vient déplier quelque chose qu'on n'avait jamais vu alors qu'on les connaît très bien. Ça peut être aussi un document qui vient témoigner de toute une vie théâtrale disparue et qui nous est désormais étrangère. Que me raconte du 19e siècle une affiche qui annonce « Par arrêté municipal, les chiens sont interdits dans la salle ». Qu'est-ce qui se cristallise dans la photo du bus de tournée? Il y aurait une histoire des bus à faire, je voyais ça hier. Qu'est-ce qui se cristallise donc dans les photographies des bus de tournée de la Comédie Saint-Étienne de Jean Dasté, de l'immense défi humain et logistique qu'était la décentralisation théâtrale à ses débuts dans les années 50, avant qu'elle ne soit institutionnalisée. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est donc qu'au-delà du plaisir pur de la perpétuation des chefs-d'œuvre et de la saveur de l'anecdote intime ou pittoresque, l'histoire du théâtre n'échappe pas évidemment aux règles de l'histoire générale. Elle a beau être fondée sur une enquête dans les meilleurs des cas, elle n'en est pas moins un récit situé. Elle se fait l'écho de toute une série de mouvements internes au mouvement, au monde académique, internes surtout aux différents mondes, au pluriel, du théâtre. Donc comme toutes les histoires, l'histoire du théâtre est traversée par des enjeux mémoriels qui en disent aussi long sur nos batailles présentes et à venir que sur le passé lui-même. De mon côté, il se trouve que je suis spécialiste de l'évolution du métier de metteur en scène du 19e au 20e siècle. Donc c'est cette historiographie-là que je vais évoquer. Alors parenthèse, parce que tout le monde ne le sait pas, si l'on fait des spectacles depuis la nuit des temps, les termes mise en scène et metteur en scène ne sont apparus dans la langue française qu'autour de 1800. Et metteur en scène, donc le terme, n'est rentré dans le dictionnaire, dans le Larousse, que dans les années 1870 et dans une acception très différente d'aujourd'hui. Bref, je suis spécialiste de l'histoire de la mise en scène, donc c'est depuis cet endroit que je réfléchis à la mythologie, à ce que la circulation dans le temps des héros, des grandes intrigues, nous dit de nos interrogations émotionnelles, politiques, philosophiques actuelles. Et donc ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est le processus
d'héroïsation, de mythification posthume aussi de certaines figures bien réelles d'artistes. Alors pour expliquer ça, j'ai choisi de partir d'un cas précis et volontairement très éloigné. C'est-à-dire que personne ici n'aura vu un spectacle de la personne dont je vais vous parler, qui est André Antoine. André Antoine, né en 1858, fondateur à Paris du Théâtre Libre en 1887, qui monte le Canard Sauvage, qui crée en France le Canard Sauvage en 1891, qui fut directeur de l'Odéon avant la Première Guerre mondiale et accessoirement pionnier du cinéma réaliste. Alors quand j'ai commencé mes études, on mettait avant la figure d'Antoine, en utilisant des images qui relevaient implicitement de la cosmogonie. La création du théâtre libre marquait tout simplement la naissance, l'invention, voire l'avènement de la mise en scène moderne. Et alors quand on dit cela, c'est à la fois factuellement faux et symboliquement absolument opératoire. Donc c'est factuellement faux parce que, alors certes, au tout début du 19e siècle, les metteurs en scène n'avaient qu'un rôle minime de régisseurs subalternes. Ils réglaient les entrées et les sorties des comédiens et figurants, géraient éventuellement le mobilier scénique, mais ils n'intervenaient pas sur l'interprétation, qui était du ressort exclusif des comédiens. Et leur périmètre d'action s'est progressivement accru, d'abord dans les genres dits à grand spectacle, puis un peu avec Antoine, qui était un excellent directeur d'acteurs, et qui avait surtout le don de théoriser et d'intellectualiser sa pratique. Mais c'est surtout au XXe siècle que les metteurs en scène sont devenus les véritables maîtres du jeu. Ce n'est que depuis 1936, par exemple, qu'ils ont la possibilité de distribuer les rôles à la Comédie Française. Et ce n'est que depuis l'après-guerre qu'ils sont reconnus systématiquement comme auteurs, qu'ils signent leurs œuvres comme les peintres signent un tableau. Vous savez, quand on dit « moi, j'ai vu le Hamlet de Peter Brook », et je pourrais dire « j'ai vu la lettre de Mélora ». Autrement dit, l'enjeu du récit qui fait d'Antoine le père de la mise en scène, c'est d'être un récit fondateur, en créant une origine, même partiellement légendaire, à la mise en scène moderne. Il s'agissait bien de donner ses lettres de noblesse à un nouvel art qui cherchait à s'imposer comme tel. Donc tout processus d'artification, c'est-à-dire de transformation du non-art en art, requiert en effet des stratégies de légitimation. Or, le XXe siècle est celui de l'affirmation progressive de la mise en scène comme art et, corollairement, de la reconnaissance de la figure du metteur en scène comme intellectuel d'abord, puis comme créateur ensuite. Et je reviens à Antoine. Antoine mérite vraiment qu'on parle de lui, qu'on lise la causerie sur la mise en scène, qu'on regarde ses films aussi. Mais ce qui m'intéresse ici, finalement, c'est le moment où une figure comme lui devient centrale dans les débats esthétiques, alors dans mon milieu restreint, j'en conviens, mais donc à savoir après sa mort en 1943, dans les années 60. En fait, quand on y regarde de près, on s'aperçoit que la figure d'Antoine commence à être véritablement sacralisée au moment où certains ressentent le besoin de déboulonner une autre figure dominante, qui est celle de Jacques Copeau, et surtout ses héritiers, dont Jean Vilar, dont Jean-Louis Barrault. Donc on joue un pionnier contre un autre, d'une certaine manière. Et il y a un article fabuleux de Bernard Dort, qui est critique et essayiste, fondateur de ma discipline, que j'admire énormément. Et cet article s'appelle « Antoine le patron ». Et Dort, dans cet article, au tout début des années 60, il reconfigure tout le flux historique pour faire une lignée Diderot, Antoine, Brecht, dans un article qui vise explicitement à fermer le moment Copeau, ouvert en 1913, et aussi fermer le moment Vilar. Alors c'est un exemple hyper pointu, j'en conviens. Mais ça permet de mesurer à quel point l'établissement de généalogie théâtrale n'est pas du tout anecdotique. Et celle qui est centrée sur les metteurs en scène se met en place précisément au moment où un certain type de metteur en scène prenne en quelque sorte le pouvoir sur l'ensemble de la chaîne théâtrale. Donc non seulement il revendique le fait de coordonner tous les aspects matériels et immatériels de la représentation en fonction de leur vision, c'est-à-dire en s'appuyant sur une auctorialité propre, mais l'État français fait le choix, tout à fait particulier quand on y pense, de leur confier les clés des institutions théâtrales de la décentralisation. Et comme ces deux aspects ne vont pas du tout de soi, on comprend qu'il y ait eu besoin de consolider ce qui était des choix esthétiques, politiques, juridiques aussi en termes de droit d'auteur, par des récits symboliques. Donc vous l'avez compris, l'histoire de l'art a beau être, l'histoire du théâtre a beau être une histoire de l'art, elle n'en est pas moins chargée d'affect que d'autres histoires directement et visiblement politiques. Et en ce sens, les mises en scène, les mises en récit de l'histoire théâtrale, mais la mienne comprise, impliquent des biais qui sont personnel, générationnel, mais aussi plus ou moins inconsciemment une posture militante. Alors ça peut être pour des enjeux de champ, au sens sociologique, c'est-à-dire pour asseoir et défaire des positions concurrentielles entre acteurs d'un même milieu,
universitaires ou artistiques. Ça peut être aussi, ne l'oublions pas, pour des raisons défensives. Continuer à célébrer l'aventure de Villars en Avignon aujourd'hui, par exemple, c'est aussi consolider l'idée que le théâtre est et entend rester, magnifique citation ici, un service public au même titre, je vous le montrerai après, au même titre que l'eau, le gaz et l'électricité, comme Villars le rêvait fièrement dans l'après-guerre. Donc les anthropologues le savent bien, raconter des histoires, transmettre des légendes, c'est fédérer des gens autour de valeurs partagées, c'est faire communauté. Donc si je résume, et pour conclure, pour raconter une autre histoire du théâtre que celle des livres scolaires, histoire dominante en France, fondamentalement littéraire, on a fait émerger un récit qui était centré sur des nouvelles figures charismatiques, les metteurs en scène. Mais rétrospectivement, et je conclus là-dessus, cette posture qui est foncièrement nominaliste, qui est encore une fois nécessaire pour ancrer la mémorisation et pour construire des récits, elle n'est pas sans ambivalence. D'une part, elle est venue acter des rapports de force et des rapports de pouvoir au sein même du processus créatif. Historiquement, la montée en puissance des metteurs en scène, elle ne s'est pas faite sans friction avec les acteurs qui perdaient une part de leurs prérogatives, avec les auteurs aussi qui parfois se sentaient dépossédés. Et d'autre part, si le théâtre est un processus collectif, on peut s'interroger sur la manière dont cette personnification finalement de l'histoire du théâtre a pu conduire indirectement à invisibiliser tous ceux et celles qui concourent à une création. D'où l'idée assez prégnante dans la recherche aujourd'hui de vraie une histoire plurielle, disons plus polyphonique du théâtre. Donc on réouvre les archives en y cherchant la place du travail des femmes, par exemple. On s'intéresse aux spectateurs et aux spectatrices de toutes les époques, aux amateurs, aux influences et aux présences extra-européennes. On tente de cartographier ce vaste continent qu'est la province dans un pays très centralisé. La liste est vertigineuse, mais pour moi, c'est une excellente nouvelle, parce qu'il reste plein de chantiers formidables à expérimenter. Je vous remercie.